Il est pas mal ce petit hôtel particulier art déco, vous ne trouvez pas? Il est pas mal du tout, et si on rentrait? On est juste à côté du cimetière de Montparnasse, pas loin de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et pas loin d'où Fifi Noiret est enterrée aussi. Après 1900 et surtout entre les deux guerres, Montparnasse, c'était un haut lieu de la vie artistique. Chagall, Braque, Matisse, et puis Apollinaire, Man Ray. On se sent petit hein, avec tous ces noms. Déjà que je suis pas très grand, mais alors là... Cet hôtel particulier, c'était un atelier d'artiste d'un homme qui s'appelait Paul Folleau. C'était un célèbre décorateur des années folles. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, ça ressemble... À Barcelone, il y a des bâtisses comme ça. Je trouve qu'on pourrait être en vacances tous les deux à Barcelone. Ah, ça, c'est pas mal. Hein? Il a été récemment restauré pour accueillir l'œuvre d'un des grands sculpteurs. Giacometti. Bonjour Bruno Bonjour. Puzzoulou, bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes comédien aussi à l'aise sur les planches que derrière les caméras. Vous êtes également auteur, chanteur. On va découvrir tous ces talents dans cette émission. Mais avant, je vous propose de plonger dans l'œuvre de Giacometti en allant visiter cet institut qui porte son nom. Je veux bien. Allez. L'Institut Giacometti se situe dans le quartier de Montparnasse où l'artiste suisse a vécu et travaillé durant toute sa carrière. Il est installé dans l'ancien atelier du décorateur Paul Folleau, un hôtel particulier récemment restauré. D'un étage à l'autre, le visiteur découvre des sculptures du maître bien sûr, mais aussi des peintures et des dessins parfois inédits et entre dans son intimité. La femme, le corps de la femme, c'était une source d'inspiration inépuisable. Sa femme, notamment, a longtemps posé pour lui et lui a inspiré des statues, des croquis. Exactement, donc Annette Giacometti, donc, qui va devenir sa femme et son principal modèle, puisqu'elle va poser pour lui, mais vraiment jusqu'à la fin. Il n'arrive pas à épuiser cette représentation pourtant qui lui est familier, et plus il voit sa femme, et moins il la reconnaît. Et donc parfois, il retrouve sa femme le soir et il a l'impression qu'il ne l'a pas vue de la journée alors qu'elle a posé pour lui. Il dit que c'est comme ça pour tous les visages. Exactement, pour pas seulement pour pour tous sa ses femme. modèles. Ouais. Exactement. Et ces longues séances de pause avec sa femme, avec son frère, forcément nourrissent son imaginaire parce que le résultat, malgré tout, transpire d'abord ses propres tourments. On est quand même assez loin d'une forme de réalité. Exactement, il est dans la recherche d'une certaine réalité puisqu'il travaille toujours d'après un modèle réel, un modèle vivant, mais en même temps, c'est traversé par toutes ces sources d'inspiration. Et là, on voit qu'on est dans quelque chose qui est à la fois la représentation d'un corps féminin, mais qui est aussi une idéalisation, une sorte d'idole. On retrouve dans la position figée, les bras longs du corps, quelque chose qu'on retrouve dans la statuaire funéraire égyptienne. Et donc, il y a ce rapport à la fois du vivant et des morts qui est un peu un fil conducteur de tout son travail. Moi, quand je regarde, je vois des élongations, des déformations, presque des scarifications. Et toi? Moi, ça me fait penser à... Je mets en miroir avec Godard et Samuel Beckett. Où c'est vrai, quand on entend ces artistes-là, ce qui est important, c'est pas le résultat. Peu importe, c'est la tentative. Donc son atelier a été recréé à l'identique, ça signifie que ces objets-ci, ces meubles sont les siens et que les dimensions également ont été respectées? Exactement, donc là, on a fait une reconstitution dans les conditions dans lesquelles Giacometti travaillait, donc ça fait 24 mètres carrés. Je l'imagine comme, par rapport à ce que j'ai lu, l'homme comme quelqu'un d'assez solitaire quand même. Donc il était à la fois solitaire, mais pas seulement parce qu'en fait l'atelier était toujours, la porte était entrouverte, il y a beaucoup de gens qui rentraient, sortaient. Ça ne l'a jamais empêché de travailler, parce qu'on le voit dans des interviews. Il est interviewé par Scheidegger, par exemple, en train de faire une sculpture, et pendant qu'on l'interviewe, il a les mains qui continuent à travailler. Il ne peut pas y avoir de fin possible, parce que à fur et à mesure que tu t'approches de ce que tu vois davantage. Parfois le soir,
le cœur fanfare. Chez Fulvio. Sur ma moto, je vais chez Fulvio, rue de Poitou, du monde partout, une petite enseigne à la romaine. Bruno, on n'est pas n'importe où. Ici, c'est la Sardaigne qui s'invite dans l'assiette. L'Italie, c'est ce dont il est question dans votre dernier spectacle, Un seul en scène. Vous avez adapté le roman de François Cavana, Les Ritales. Vous rendez hommage à l'auteur, mais pas uniquement. Vous rendez aussi hommage à votre père et peut-être aussi à tous ces Italiens qui ont tout quitté à un moment pour venir s'installer en France. Avant tout, c'est un roman sur l'enfance. Voilà, les gens, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur pays, s'y retrouvent parce que c'est le rapport d'un petit garçon et de son papa. Et donc, évidemment que ça parle de l'Italie, de tous ces gens qui sont arrivés après la guerre en France, qui ont fondé une famille, comme mon père. Mais comment qu'on va faire pour manger ? Rien qu'avec ce que je ramène, on pourra même pas payer le loyer. Et le petit, il lui faut des beefsteaks au petit. On vous reverra bientôt sur les planches du théâtre Hébertot, dans 12 hommes en colère. Les planches sont vos premières amours. Vous êtes entré à la Comédie Française en 1994. Vous y êtes resté 8 ans. Quel souvenir vous gardez de votre passage dans cette grande institution ? La Comédie Française, je l'aimerai toujours. C'est mon premier employeur. Alors, après, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde dans la maison. Mais en tout cas, moi, ce qui me reste de la Comédie Française, c'est des bons souvenirs. Quand je passe devant, j'ai toujours un pincement au cœur. Toujours. Pourtant, je n'y suis jamais retourné depuis que j'en suis sorti. Alors, vous en êtes sorti un peu brutalement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez payé, à votre avis ? Votre caractère peut-être pas tout à fait malléable, ou en tout cas une indépendance d'esprit qui vous tient éloigné des chapelles ? C'est vrai que je ne suis pas habitué à dire amen, à rentrer dans le rang et puis à tendre l'autre joue. Donc, il faut dire quand ça ne va pas. Il faut dire quand il y a un manque de respect. Et puis, soit on peut parler avec des gens intelligents qui vous écoutent, soit on ne peut pas parler. Et puis, ça se finit, on se sépare de vous. Mais en tout cas, moi, il m'en reste que du bon. L'homme qui vous a fait faire vos premiers pas au cinéma, c'est Bertrand Tavernier. Vous avez joué dans 2 de ses films. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Il m'a appris qu'un réalisateur gagnait tout en écoutant les acteurs. Bertrand Tavernier, il a cette qualité-là. Alors, c'est un homme de grande taille, mais qui, pour rester tout près de ses acteurs, est prêt à se plier en 4 pour voir ses acteurs jouer. Il demande toujours au chef-op où je peux me caser dans un coin. Et il ne reste pas sur son petit écran, comme beaucoup de réalisateurs aujourd'hui, à regarder ses acteurs de loin. Lui, il veut le contact, tout de suite avec eux. François Dupré, avocat. Artiste, producteur, avocat. T'as des fauchés, tout ça. Hein, Bruno ? Une petite virée chez eux et à nous l'Amérique. En 99, vous raflez le César du meilleur espoir masculin pour votre rôle de séducteur dans Petit désordre amoureux. Est-ce que c'est un tournant dans votre carrière ? Je dirais, ça fait plaisir. C'est tout ? Ça fait très plaisir. Et quand ils veulent me redonner un Molière ou un César, je suis prêt à l'accueillir les bras ouverts. Tu pourrais pas, par exemple, tomber amoureuse d'un type sans finir dans son lit ? Non, parce que moi, il n'y a que le lit qui m'intéresse. Dans une carrière comme la vôtre, il y a forcément des rencontres qui comptent plus que les autres. Je vais essayer de ne pas me tromper. Si je vous dis Philippe Torreton, qu'est-ce que vous me répondez ? Philippe Torreton, la Normandie, la fac, la Comédie Française. Un autre Philippe Adrien. Ah, Philippe Adrien. Vraiment une des personnes les plus importantes que j'ai rencontrées. En tout cas, dans ma formation de comédien, la plus importante. Je pense à lui tous les jours. Un autre Philippe, décidément, Philippe Noiret. Philippe Noiret. L'amitié père et fils avec Michel Bougenat. Quand on a arrêté le film, il m'avait donné son numéro, moi je ne l'appelais plus. Et puis il nous a téléphoné aux 3 fils en nous disant voilà, bon, j'avais un fils, maintenant j'en ai plus, vous ne me rappelez plus. Donc on s'est vus jusqu'à la fin avec Philippe, jusqu'au dernier jour. On a écrit un livre tous les deux, c'était vraiment quelque chose d'important. Je lui parle de temps en temps, souvent. Je lui demande des conseils. Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky.
Un personnage. C'était quelqu'un d'extrêmement tendre avec les comédiens. Mais il voulait remplir son rôle, celui qu'on connaissait, que tout le monde connaissait, celui qui gueulait sur le tournage, celui qui disait « Moteur! Moteur !» toutes les 2 secondes, hein, moteur c'était un personnage incroyable. Johnny Hallyday. Ah, Jojo. Ah là là, on n'a pas fini d'en parler de Jojo. Vous avez écrit une chanson pour lui. Oui, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Ma vie, qui s'appelle Ma vie. Johnny, je l'ai rencontré sur Pourquoi pas moi, film de Stéphane Giusti. C'était quelqu'un qui se mettait à la hauteur de tout le monde. Quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup échangé aussi par les silences. C'était quelqu'un de silencieux, Johnny. Je me rappelle des séances de cinéma chez lui, à Marne-la-Coquette, où il me prenait la main, on regardait le film, et puis on n'échangeait pas beaucoup. La chanson, c'est une autre de vos passions. Vous avez sorti un album en 2010 qui s'appelle Drôle de monde. Vous chantez, bien sûr, vous avez écrit aussi tous les textes. Qu'est-ce que vous avez eu envie de transmettre, de raconter peut-être avec cet album ? Ce drôle de monde dans lequel on vit. Un autre sortira, là, il est prêt. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Chez Fulvio. Ah. Parfois le soir, le cœur fanfare sur ma moto, je vais chez Fulvio. Rue de Poitou, du monde partout. Dans son Paris des Arts, Bruno nous présente Guillaume Kerner, l'un des tout premiers boxeurs occidentaux à avoir battu les champions thaïlandais au point d'être sacré champion du monde à 2 reprises. Dans sa discipline, c'est donc un précurseur qui a ouvert la voie à toute une génération de jeunes Français. Aujourd'hui, il nous rappelle que la boxe thaï, c'est tout un art. Bruno, quand je vous ai demandé de nous présenter un artiste dans votre Paris des Arts, vous avez tout de suite pensé à Guillaume. Et je vous ai répondu, un champion du monde de boxe thaï, ce n'est pas un artiste, mais vous m'avez convaincu du contraire. Avec quels arguments ? Si, un comédien peut ne pas être un artiste. Ça dépend comment il pratique son métier. Moi, je considère que Guillaume pratique la boxe thaï comme un artiste. C'est un artiste. C'est un art, la boxe. C'est le noble art. Et l'art du Muay Thai, c'est un véritable art. Guillaume peut nous en dire un peu plus. Oui, c'est un art où il y a la maîtrise technique, la virtuosité, tous les ingrédients des arts majeurs, finalement. La répétition, le travail pour l'absolu, la quête de l'absolu, du geste parfait, du timing, l'harmonie, tout ce qui comporte... tout ce que les arts contiennent, il y a des parallèles évidents. Alors je lis article 10, maîtrise, respect, courage, honneur, moralité, loyauté, fair play, humilité. C'est un art de vivre aussi. C'est aussi des valeurs. C'est pas un sport, un jeu de massacre sans règles, bien au contraire. Et c'est chevaleresque, c'est un esprit chevaleresque. Il y a des valeurs fortes. Un boxeur, il ne se bat pas, il combat. C'est différent. Et il combat contre... Dans le combat, il y a quelque chose de noble, il y a quelque chose de... on combat contre l'adversaire, mais on combat contre soi-même aussi. Alors, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la pratique de la boxe thaï? Est-ce que c'est apprendre à donner des coups, apprendre à les esquiver? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le dialogue. Par exemple, j'ai noué un véritable dialogue avec Guillaume que je ne connaissais pas. Je me rappelle, quand j'étais au lycée, il y avait un magazine qui paraissait et je suivais les combats de Guillaume sur ce magazine. Je regardais ses résultats et tout. Et quand je suis arrivé à Paris, je l'ai connu. Pour moi, ça a été quelque chose. Donc ça a été une vraie rencontre. Ah ouais. En tout cas, quelque chose que vous aviez déjà projeté. Je le connaissais plus qu'il me connaissait. Alors, vous avez un surnom, c'est l'ange blond du Muay Thai. Alors, blond, je comprends pourquoi, mais l'ange... Pourtant, je ne fais pas dans l'angélisme, mais c'est resté. Il y a des traditions dans la boxe. Et puis, ce surnom, il est resté. Plutôt que d'être l'étrangleur du 18e. Voilà.
vin blanc. Et c'est l'heure à présent de soumettre Bruno aux questions des internautes. Allez l'ange blond, allez l'ange blond. Premier amour, Samuel Beckett, monologue. Alors c'était un film qui s'est arrêté au bout de 4 jours. Toute l'équipe a voulu arrêter, moi y compris, l'actrice aussi, parce que le réalisateur était à côté de ses pompes. Voilà. Bon, on va pas le citer alors. Non. Cagliari, une équipe sarde, la seule en Serie A. Merci Bruno Puzzoulou. Et à bientôt. À bientôt, bien sûr. C'est la fin de l'émission, mais vous la retrouvez sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Alors à très vite. Box, box.